Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. La semaine qui s'achève, marquée une nouvelle fois par le stress sur les valeurs bancaires. Ça s'est poursuivi au niveau de ce stress sur les valeurs européennes aujourd'hui et sur les valeurs américaines également, mais la banque qui était dans le collimateur des marchés aujourd'hui, c'est Deutsche Bank, une banque évidemment qui n'est pas inconnue au bataillon. Après le cas Crédit Suisse, le marché s'intéresse au cas Deutsche Bank, avec une hausse assez forte, même très forte, de ce qu'on appelle des CDS, à savoir les contrats de protection contre le défaut d'une banque ou d'un État. Dans l'occurrence, c'est donc le CDS de Deutsche Bank qui a vu son prix grimper très fortement. Et puis assez globalement, on a également eu un mouvement général en fait, de hausse du prix des CDS, donc de ces contrats d'assurance contre le défaut, au niveau européen. Et donc on voit comme ça les échos des différents stress bancaires qui impactent les différentes économies européennes et américaines. Mais avec toutefois des questions qui se posent de plus en plus parce que on voit qu'aujourd'hui, au moment où j'enregistre ce podcast, nous sommes vendredi et il est 16h30 et on a eu toute une série de déclarations assez fortes de plusieurs responsables politiques européens aujourd'hui. Ça passait par des responsables allemands, français, néerlandais également, tous indiquant que le système bancaire est résilient, que la supervision est forte, que le système bancaire est stable, que les fondamentaux des banques européennes sont solides. Donc plusieurs messages rassurants. On a également eu aujourd'hui Christine Lagarde, donc en fin de semaine, qui s'est déjà exprimé à plusieurs reprises cette semaine, mais qui encore, en tout cas dont les propos plutôt ont été rapportés par Reuters, elle s'est exprimée devant des officiels européens et ses propos ont été rapportés par l'agence Reuters. Et elle indique quoi? Elle indique que la BCE était totalement équipée pour fournir de la liquidité au système financier européen si c'était nécessaire et qu'il n'y ait pas non plus de compromis à faire entre d'un côté la stabilité des prix, donc à la lutte contre l'inflation, et de l'autre côté la stabilité financière, et qu'en gros la BCE disposait des instruments pour gérer les deux situations. Donc on voit qu'il y a toujours des discours qui sont rassurants finalement sur la résilience bancaire, sur les instruments dont disposent les banques centrales, et pour autant un marché qui a toujours un peu de mal pour l'instant à être rassuré par ça. Et donc ça soulève quand même un petit peu la question suivante qui est que et beaucoup d'officiels européens ou américains rappellent que, et ce qui est une vérité, que la situation financière des banques aujourd'hui, que les bilans des banques aujourd'hui ne sont pas ceux que nous avions en 2007, 2008 ou 2009, que les banques aujourd'hui sont plus résilientes. Donc, et ça c'est une réalité. Et donc à ce stade, on commence à avoir en tout cas c'est mon cas, quelques incompréhensions sur la persistance des attaques. C'est-à-dire qu'on a quand même l'impression qu'au départ, il y a effectivement des stress qui apparaissent parce que les établissements financiers n'ont pas su gérer l'après-phase d'expansion monétaire, cette phase dans laquelle nous sommes rentrés maintenant depuis plus d'un an et demi, qui n'est plus une expansion mais qui est une phase de restriction monétaire. Certains établissements financiers n'arrivent pas à composer avec ça parce qu'ils n'ont pas pris les mesures nécessaires, parce qu'ils n'ont pas assez couvert les risques. Et on voit que ce risque financier prend de l'ampleur, mais pour autant en face de ça, il y a des réponses très fortes qui sont apportées. Des réponses en termes de mise à disposition de liquidités, et on voit de ce côté-là, on a eu les chiffres là qui sont tombés cette semaine, que le bilan de la Fed a encore grossi de 100 milliards sur la semaine écoulée. La semaine précédente, c'était 300 milliards. Et on voit que les banques, notamment, ont accès à de la liquidité mise à disposition par la Fed. Les banques avaient emprunté sur ce qu'on appelle le discount window, donc une fenêtre de prêt mise en place par la Fed pour les banques. Eh bien, les banques, il y a 2 semaines, avaient demandé à peu près 160 milliards de dollars. La semaine dernière, c'était à peu près 110 milliards de dollars. Donc on voit que la liquidité finalement reste abondante pour ne pas stresser plus que nécessaire les établissements financiers. On voit que les banques ont recours à cette liquidité. On voit qu'il y a quand même une petite dégressivité aussi. Entre d'une semaine à l'autre, on voit que les montants de liquidité demandés par les banques ont été un petit peu plus faibles. On voit que le bilan a moins grossi aussi. Donc signe que il n'y a pas eu d'accélération des demandes de liquidité des banques auprès de la Fed. Et donc pourquoi je dis ça? Parce qu'on a quand même l'impression que désormais, quand on voit le cas, par exemple, Deutsche Bank, dont le cours de bourse divise de 10% aujourd'hui, avec les CDS qui montent au plafond, on se demande si effectivement, il n'y a pas un côté assez spéculatif aussi à un moment donné qui s'empare du marché, à savoir qu'il y a des risques qui doivent être pricés en tant que tels. Il y a bien des fragilités de certaines banques, mais pour lesquelles les réponses apportées par les autorités à ce stade sont assez normalement puissantes en termes d'ampleur et de réactivité surtout. Et donc se pose la question
de certaines attaques qui pourraient être un peu d'ordre spéculatif. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des faiblesses et donc on va chercher, on va essayer de débusquer les banques les plus faibles en accentuant certains stress existants déjà depuis quelques années. Et donc ça peut ressembler un petit peu à ce qu'on avait vu par exemple durant la crise de la dette en zone euro. On a des tensions qui apparaissent sur un pays, puis sur un autre, etc. Et puis une spéculation aussi qui s'empare. Il y a d'abord du stress légitime, des couvertures légitimes, et puis après, une fois que la couverture légitime, que le stress légitime s'est exprimé, eh bien, il y a aussi potentiellement de la spéculation qui vise à jouer des moments de faiblesse, et ça peut aussi peut-être un peu les accentuer. Et je pense qu'on est en train de rentrer dans cette phase-là, d'une phase qui est un peu plus irrationnelle à ce stade, qui repose moins sur des analyses de bilan, sur on rappelle que les banques européennes, comme les banques américaines, sont soumises à des stress tests. Et dans ces stress tests, on a des scénarios extrêmes qui sont mis en place de toute nature, et les stress tests réalisés par exemple par les instances européennes, les derniers stress tests montrent une vraie bonne résilience, même sur des scénarios assez extrêmes pour les banques, comme très extrêmes pour les banques. Donc, et on a également eu cette semaine un membre de la BCE qui expliquait que même si les banques de la zone euro venaient à réaliser les pertes dans leur bilan, parce que vous savez qu'actuellement il y a ce qu'on appelle des pertes non réalisées dans les bilans, les obligations ont vu leur valeur baisser parce que les taux montent assez fortement, mais classiquement les banques ne vendent pas ces obligations quand elles baissent et ne réalisent pas les pertes, parce que c'est des positions de fonds de portefeuille qu'elles ont, en fait, de fonds de bilan, j'ai envie de dire. C'est des maturités longues qui restent en permanence dans les bilans, qui peuvent être roulées, ou on rachète derrière encore d'autres échéances longues. Donc ça fait partie des cycles normaux de bilan bancaire, d'avoir parfois des plus-values non réalisées et parfois des moins-values non réalisées. Et que dit ce membre de la BCE? Il dit que même si maintenant, alors qu'il y a effectivement des moins-values non réalisées, vu que les valeurs obligataires ont baissé en raison des hausses de taux, ce membre de la BCE dit que même si les banques vendaient absolument tout leurs obligations et réalisaient les pertes, eh bien, elles seraient encore suffisamment capitalisées malgré ça. Donc oui, ça, ce sont des éléments qui sont factuels, tout comme les stress tests, tout comme les ratios bancaires. Et pour autant, on voit que ça n'empêche pas la contagion du risque marché à ce stade. Et potentiellement donc peut-être un peu de spéculation contre les banques. Et donc on a l'impression que ça va crescendo jusqu'à ce qu'il y ait le ou les messages suffisamment forts pour que la spéculation s'arrête, et qu'à un moment donné, les investisseurs, quand on voit des banques européennes très solides qui perdent 20 ou 30% de leur valeur boursière en l'espace de 2 semaines, il y a de la déraison là-dedans, il y a de l'irrationnel. Et donc, il va falloir qu'à un moment donné, effectivement, il y ait quelqu'un qui siffle un peu la fin de la partie. Quand on price une partie du risque, c'est quelque chose de normal. Que l'on price un risque qui n'est pas là, ou qui est excessivement pricé, voire de manière spéculative, là c'est un petit peu plus problématique, et donc ça va nécessiter peut-être des réponses plus importantes de la part de la BCE, de la Fed, des actions coordonnées, mais on voit quand même que les dernières déclarations des différents responsables européens, américains, que ce soit politiques ou membres de banque centrale, avancent des choses qui sont globalement assez factuelles quand même. C'est pas juste tout va bien et détourner le regard. Il y a des éléments factuels qui sont avancés, et qu'effectivement on ne veut pas. Certains peuvent être un petit peu trop optimistes, mais d'autres sont factuels. Et donc ça, contre ça, choisir finalement de regarder que le côté négatif d'une situation, alors qu'il y a des éléments factuels qui montrent qu'il y a quand même une résilience qui est bien meilleure que lors de la crise des subprimes, eh bien ça veut dire que le marché est en train dans une phase potentiellement un peu excessive, qui peut durer. On sait que les excès de marché, on le sait très bien, que ce soit à la hausse ou à la baisse, peuvent durer quelques temps, mais il semble que les niveaux sur lesquels nous sommes actuellement sont déjà des niveaux qui intègrent pas mal les risques. Donc si on devait aller beaucoup plus en dessous, je pense aux indices européens ou américains, 5-10% en dessous, ça commencerait à être des niveaux potentiellement d'excès baissier. C'est comme ça qu'on peut lire la situation. Donc voilà pour la situation des banques européennes et américaines. On voit que Janet Yellen a joué aussi un rôle là-dedans, alors pas forcément dans le bon sens, alors d'abord dans le mauvais sens, puis après dans le bon sens. On rappelle que donc cette semaine, nous avions la réunion de la Banque Centrale Américaine, une réunion où Jerome Powell a eu des déclarations, et ça on s'y attendait, des déclarations beaucoup moins agressives qu'il y a quelques semaines quand il était intervenu devant le Congrès. C'était sa dernière grosse intervention devant une des commissions bancaires du Sénat américain, et c'était un discours avant que le stress bancaire, donc il y a 3 semaines, commence à arriver. Et puis là, la dernière réunion, donc une fois qu'on est en plein dans ce stress bancaire, il y a eu un message qui était quand même beaucoup plus équilibré au niveau du message monétaire. Il y a eu des projections de la Fed également. Vous savez qu'une fois par trimestre, vous avez les projections d'inflation, de croissance, de chômage, etc., ainsi que les projections des membres de la Fed sur le niveau des taux anticipés à fin 2023, à fin 2024. Et donc on voit quoi? Eh bien, on voit que le message de Jerome Powell a été quand même plutôt équilibré. Donc d'ailleurs, le marché initialement, elle l'avait plutôt bien aimé, les taux partaient un peu à la baisse, les marchés actions montaient, et puis Yellen est arrivée, donc la secrétaire au Trésor américain, et
une phrase indiquant que, en gros, il n'y avait pas de réflexion sur des mécanismes d'assurance globale, donc de tous les dépôts aux États-Unis, ce qui est assez logique. On ne voit pas la garantie de tous les dépôts. Certains dépôts sont garantis, sont assurés parce que la banque remplit certaines conditions de gestion de risque, d'actifs au niveau du bilan, etc. Toutes les banques n'ont pas le même profil de bilan. Donc certains dépôts sont bien garantis, d'autres le sont moins. Donc Hélène dit, en gros, on ne va pas garantir absolument tout. Ça, le marché n'est pas aimé. Et ensuite, consciente que la volatilité, c'était le lendemain donc, que la volatilité commence à parcourir un peu plus le marché, elle a un petit peu ajusté le tir en disant que il y avait quand même, si nécessaire, le Trésor et les autorités américaines pourraient prendre des mesures supplémentaires par rapport aux dépôts. Donc on voit que la réponse des autorités, c'est de ne pas donner non plus tout complètement parce que le marché stresse. C'est de donner des éléments factuels au marché, et si à un moment donné il faut donner quelque chose un peu supplémentaire parce qu'il y a vraiment une angoisse qui persiste, on sent que ça peut arriver. Ce ne sera pas une garantie absolue sur tous les dépôts, mais ça va être peut-être des plafonds de garantie qui peuvent être relevés, peut-être donc des régulations qui vont être remises en place pour certaines banques en contrepartie de certaines garanties, etc. par rapport aux dépôts. Voilà, il y a plusieurs possibilités au niveau des discours encore de Janet Yellen, mais on voit que le marché est à l'affût de ça, et il y a l'impression que le marché est aussi un peu dans une phase de test, c'est-à-dire qu'il essaie de pousser un peu dans ses retranchements les membres de la Fed, les membres du Trésor, jusqu'à ce qu'il y ait là où les phrases qui le fassent changer d'avis en fait, qui fassent changer d'avis les investisseurs ou les spéculateurs qui actuellement sont embarqués dans cette défiance assez forte contre les banques, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. On a également, ce qu'il faut retenir de cette semaine, on a eu des messages assez alignés de la part du président de la BCE, du président de la Fed, donc Jérôme Powell, et de Christine Lagarde, présidente de la BCE, sur les effets du stress bancaire sur l'économie et l'inflation. En gros, tous deux disent que ce qui vient de se passer au niveau bancaire va avoir des effets sur la demande, sur le durcissement des conditions financières également, c'est-à-dire que les crédits risquent d'être plus chers, en gros que les banques, face à un risque, vont mieux transmettre les hausses de taux de la Fed et de la BCE, et vont mieux les retransmettre au niveau du crédit, donc que les taux de crédit risquent d'augmenter, donc ça va durcir les conditions d'octroi de crédit et renchérir ces crédits, et donc que cela va jouer un rôle d'affaiblissement de la demande, et de ralentissement de l'économie aussi. Tous les deux pointent effectivement les risques clairs de ralentissement de l'économie dans les mois à venir par rapport à ce stress-là. Et donc, de notre côté, expliquant aussi, de manière très concrète, c'est pas implicitement, expliquant que ça allait jouer un rôle dans la normalisation de l'inflation. Que donc, sous-entendant, nous, banques centrales, nous aurons moins à faire en termes de redressement de taux, parce que ce qui vient de se passer au niveau bancaire va mécaniquement durcir les conditions financières et donc impacter la demande et de fait l'inflation. Et donc finalement, ramener l'inflation plus rapidement, ou en tout cas ramener l'inflation vers l'objectif sans que la Fed ou la BCE ait besoin d'en faire encore beaucoup plus sur les taux. Et ça, c'est quand même une nouveauté, et d'ailleurs on le voit sur les taux américains, notamment sur la partie courte de la courbe de taux, en gros les taux qui vont de 1 mois jusqu'à 1 an, 2 ans, et bien on a eu un vrai affaissement ces derniers temps de la partie courte de la courbe de taux, justement, en signe de ça, en signe que non seulement le marché ne croit plus que la Fed pourra relever ses taux, moi non plus je ne pense pas, je pense qu'on est arrivé au taux terminal, donc on est dans la fourchette actuellement 4,75 à 5%, je pense que ça va être le taux terminal, que peut-être dans un cas un peu extrême, il y aura encore une hausse de 25 points de base, mais j'en suis absolument pas sûr parce que la prochaine réunion de la Fed c'est dans 2 mois, donc ça laisse le temps à des chiffres d'inflation, à des chiffres de l'emploi, de montrer potentiellement ce ralentissement économique, moins de recrutement et moins d'inflation aussi, donc il me semble qu'il y a une énorme probabilité qu'on atteint le taux terminal de la Fed cette semaine. Et donc, ça, c'est quand même un élément qui, à terme, et pas un terme dans 3 ans, à terme, donc probablement dans quelques temps, peut-être quelques mois, va commencer à soutenir les marchés. Parce qu'on rappelle que c'est la forte hausse des taux qui a inquiété les marchés une bonne partie de l'année dernière et cette année encore, avec d'autres thèmes, comme la géopolitique ou les confinements en Chine. Mais le thème du durcissement des taux avec des grosses hausses de taux à un moment donné qui étaient de l'ordre de 75 points de base par réunion, plusieurs réunions d'affilée, ça a stressé les marchés. Et donc maintenant, on voit que la pente des taux est en train de se refaire. Ça veut dire qu'on a des taux courts qui sont en train de partir fortement à la baisse, alors que les taux longs partent à la baisse mais moins fortement. Et donc c'est un signe que le marché anticipe beaucoup moins de hausses de taux, voire plus de hausses de taux, et que même il commence à anticiper des baisses de taux d'ici la fin de l'année. Vous voyez, donc là on est en train de passer dans un mode un peu presque de réflexion sur la récession, sur le risque de récession, qui risque
risque d'arriver. Et donc ça, c'est quand même normalement plutôt de nature à soutenir les valeurs dites de croissance, comme le Nasdaq par exemple, les actifs à risque, type crypto par exemple. C'est un peu moins bon pour les valeurs cycliques parce que ça veut dire qu'il y a effectivement un risque sur le cycle économique, mais on rappelle qu'aussi le risque récessif, le marché l'avait aussi déjà intégré l'année dernière, hein, entre l'invasion de l'Ukraine, la Chine qui confine ou autre, la grosse baisse des indices l'année dernière faisait aussi, intègre aussi en partie ces risques de récession. Donc il me semble qu'on commence à avoir des choses un peu plus équilibrées désormais, hein. Il y a des taux qui descendent et qui peuvent soutenir une partie certaines classes, certaines parties du marché. L'autre côté, les risques de récession peuvent toujours faire un effet baissier sur les marchés, mais les deux effets normalement pourraient un peu s'annuler quand même et donc se hedger un petit peu. Vous voyez, peut-être parfois certains prendront un peu le dessus, peut-être un peu plus d'effet baissier sur le risque de récession à un moment donné, mais plus on va anticiper le risque de récession, plus les taux vont baisser et plus à un moment donné, ça va devenir positif pour le sentiment des investisseurs et aussi pour les banques, hein. Là, les banques sont sous pression. Pourquoi? Parce que justement, il y a des pertes non réalisées dans les bilans parce que les taux étaient très élevés. Maintenant que les taux se détendent assez fortement, ça va aussi donner une bouffée d'oxygène aux banques et à leur bilan. Et donc, ça devrait aussi alléger le stress sur le segment bancaire. Donc, vous voyez, tout ceci devrait normalement se neutraliser un petit peu quand même. Je ne dis pas que ça va ne rien faire sur les marchés, mais il n'est pas certain que ça redéclenche des mouvements très tendanciels, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Ça risque d'un peu se neutraliser. Voilà ce qu'on pouvait dire donc de la semaine écoulée. On a une volatilité donc, hein, sur les marchés qui évolue entre 20 et 30. Hein, donc on était remonté à 30, vraiment au pic du stress sur les banques. On était retombé vers 21. Là on est remonté là en fin de semaine vers 25. Voilà, c'est pas de la panique non plus. Hein. La panique c'est 35, 40 et bien au-delà même. Hein. Donc là il y a de la couverture, il y a un peu de méfiance toujours. Mais je pense quand même que ce qu'on voit en termes de volatilité actuellement, c'est une des répliques lié à la normalisation en fait, de la politique monétaire. Hein. Les banques comme ça, un peu fragiles, certaines d'entre elles, c'est lié à des faiblesses internes, à des manquements internes aussi, hein, de mauvaise gestion interne, mais qui a été mise en lumière par le durcissement des taux. Donc ça fait quand même partie du cycle de normalisation monétaire. On aimerait ne pas voir ça au niveau des banques, mais ça fait partie du cycle, et donc c'est pour ça que je ne vois pas comment la volatilité pourrait monter beaucoup plus haut non plus, parce que, à part peut-être un petit spike à un moment donné au-delà de 30, 35, possible, s'il y a un stress un peu plus intense, mais j'ai quand même l'impression que ce qu'on voit sur les banques, c'est une des dernières répliques un peu importantes de la volatilité. Voilà, c'est ce que ça m'inspire. J'ai l'impression que c'est la dernière vague de volatilité que nous connaissons actuellement. Je ne sais pas jusqu'où elle ira, mais je ne pense pas qu'elle soit très longue dans le temps. Si vous voulez, elle peut être forte à un moment donné, d'un seul coup, il peut y avoir une espèce de capitulation et ça monte un peu en termes de volatilité, mais quand même l'impression que c'est une des dernières répliques de volatilité que nous ayons sur les marchés actuellement. Voilà ce que nous pouvions dire sur ce qui vient de se passer cette semaine. La semaine prochaine, en quelques secondes, c'est une semaine un poil moins chargée quand même, sauf évidemment par rapport à ce qui se passe sur les banques, mais en termes de stats, on aura lundi le climat des affaires en Allemagne, donc l'indice IFO. Mardi, on aura l'indice de prix pour les maisons aux États-Unis, donc à surveiller par rapport à ces pressions sur les prix. On aura également la confiance des consommateurs américains aux États-Unis. On aura également un discours du gouverneur de la Banque d'Angleterre, ce sera mardi. Mercredi, les ventes de logements en cours aux États-Unis, ainsi que la confiance des consommateurs allemands. Jeudi, on aura les chiffres de l'inflation en Allemagne. Ça va être important, donc à surveiller de très près par rapport à la BCE. Et on aura également un autre discours de Janet Yellen. Et puis également le dernier chiffre, un chiffre final pour le PIB américain au T4. Ça, je ne pense pas que ce soit très important. C'est surtout le discours de Yellen et l'inflation allemande, hein, qui va être important jeudi prochain. Et vendredi, on terminera par des indices d'activité en Chine, des PMI. Donc ça, c'est important. Et puis, discours à nouveau de Christine Lagarde et des chiffres d'inflation en Europe et aux États-Unis, avec notamment l'inflation PCE aux États-Unis. Encore merci de nous avoir écoutés. Bon trade et bon week-end avec IG.